Nous vivons dans un monde où les émotions gouvernent et la tranquillité est devenue un luxe. Tout le monde réagit, peu réfléchissent. Il suffit d'un commentaire, d'un regard ou d'une critique pour que beaucoup perdent le contrôle. Le bruit extérieur est devenu si fort que peu écoutent ce qui se passe à l'intérieur. Et là est le problème. La plupart essaient de contrôler le monde, mais ne peuvent pas contrôler leur propre esprit. Maîtriser le calme ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie avoir le pouvoir de ne pas se laisser emporter par chaque impulsion. Cela signifie répondre avec clarté lorsque les autres réagissent avec colère. C'est maintenir l'équilibre alors que le monde s'effondre. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Il ne s'agit pas de changer ce qui se passe à l'extérieur, mais de se renforcer à l'intérieur pour faire face à l'inévitable avec sérénité. La véritable force ne réside pas dans le fait de gagner des discussions, mais de ne pas perdre sa paix intérieure. Lorsque vous apprenez à rester calme, rien ni personne ne peut vous manipuler. Parce que celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. C'est l'essence de ce que vous allez apprendre ici. 8 leçons pratiques pour garder le contrôle, réduire les réactions impulsives et vivre avec une présence si ferme que le chaos ne peut pas vous toucher. Cette vidéo ne vous dira pas comment échapper au bruit, mais comment rester silencieux à l'intérieur de celui-ci. Parce que le monde ne se calmera pas pour vous. C'est vous qui devez devenir le calme que le monde n'a pas. 1. Respire et maîtrise ton esprit. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu le montes sans préparation, il te traînera par terre. Mais si tu l'entraînes avec patience et fermeté, il devient ton allié le plus fidèle. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui maîtrise sa respiration avant de le faire. Dans un monde qui te pousse à répondre sans réfléchir, respirer est devenu un acte de sagesse. Chaque respiration profonde est une pause qui interrompt l'impulsion, une opportunité de ne pas devenir esclave de tes émotions. Quand tu respires avec intention, tu brises la chaîne de l'automatisme. Parce que derrière chaque réaction incontrôlée, il y a une pensée qui n'a pas été observée, une émotion qui a pris le dessus. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler les faits, mais tu peux contrôler l'interprétation que tu en fais. Cette distance entre le stimulus et la réponse est où réside la liberté intérieure. Et la première étape pour la conquérir est le contrôle de la respiration. Cela semble simple, mais maîtriser ce geste peut transformer toute ta vie. Pense à la dernière fois que tu as perdu ton calme. Peut-être était-ce une dispute, un message qui t'a blessé ou une situation qui a échappé à ton contrôle. À ce moment-là, ta respiration s'est accélérée, ton esprit s'est fermé et tes mots sont devenus des armes. Si tu avais arrêté l'impulsion pendant quelques secondes, si tu avais inspiré profondément et observé la pensée avant d'agir, le résultat aurait été différent. Non pas parce que le problème aurait disparu, mais parce que tu aurais changé la façon de l'affronter. Respirer avec conscience, c'est revenir au présent, c'est dire à ton esprit « Je suis ici, tu ne me contrôleras pas ». Les anciens sages savaient que le contrôle de l'esprit commence par le corps. Le calme ne se cherche pas à l'extérieur, il se construit à l'intérieur, une respiration à la fois. La personne qui maîtrise sa respiration peut maintenir la clarté même au milieu du chaos. Elle n'a pas besoin d'élever la voix ni de prouver quoi que ce soit, car son pouvoir réside dans son silence intérieur. Pratiquer cela ne nécessite ni temple ni rituel. Il suffit de discipline. Chaque matin, avant de faire face au bruit, arrête-toi quelques minutes et respire profondément. Sens comment l'air entre et sort, sans hâte. Observe ce que ton esprit te dit, mais ne lui réponds pas. Laisse-le parler jusqu'à ce qu'il se fatigue. Alors tu remarqueras quelque chose. Les émotions perdent de leur force quand tu ne les nourris pas avec attention. C'est la pratique quotidienne de l'autodiscipline. La maîtrise de l'esprit ne se réalise pas du jour au lendemain. Elle se forge comme l'acier, avec répétition, feu et patience. Chaque fois que tu choisis de respirer au lieu de réagir, tu façonnes ton caractère. Et avec le temps, ce calme devient naturel, comme une seconde peau. Les gens te provoqueront, les problèmes arriveront, le monde restera chaotique, mais tu ne seras pas le même. Tu apprendras à rester ferme quand tout tremble. Respirer, c'est se rappeler que le pouvoir n'est pas dans le bruit mais dans la pause.
que l'esprit n'est pas ton ennemi, il a juste besoin de direction. Et que se maîtriser n'est pas une tâche d'un jour, mais un art qui se pratique toute la vie. Parce que celui qui peut s'arrêter une seconde avant de réagir a le contrôle que des millions cherchent et que peu trouvent. Cette seconde est où commence la véritable liberté. 2. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en luttant, mais en lâchant l'épée. Imagine passer toute ta vie à pousser une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est l'image parfaite de ce que beaucoup font. Ils s'épuisent en essayant de contrôler ce qui n'a jamais été entre leurs mains. La réalité ne demande pas la permission et n'attend pas ton approbation. Ce qui arrive, arrive. Ce qui fait mal, fait mal. Résister ne fait que prolonger la souffrance. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie reprendre le contrôle de ce qui dépend de toi, ton attitude face à l'inévitable. Le stoïcisme l'explique avec une clarté brutale. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne le font pas. Mais la plupart investissent leur énergie à l'inverse, en essayant de changer l'autre, en souhaitant que le passé ait été différent, en luttant contre des circonstances qui sont déjà passées. Cette lutte invisible consomme ton esprit et vole ta paix. Accepter ce que tu ne peux pas changer n'est pas un signe de faiblesse, c'est une déclaration de pouvoir. C'est regarder la réalité en face et dire « Je ne contrôle pas cela, mais je contrôle comment je vais réagir à cela ». Pense-y, combien de fois es-tu resté coincé dans des pensées qui commencent par « si seulement j'avais ». Si seulement j'avais dit, fait ou décidé autre chose. C'est un dialogue interne qui ne mène nulle part. Pendant ce temps, la vie continue et tu restes attaché à ce qui est déjà terminé. L'acceptation coupe ces chaînes. Elle te ramène au présent, le seul endroit où tu peux agir avec clarté. Résister à la réalité, c'est comme vouloir arrêter la mer avec tes mains. Tu finis épuisé, frustré et vide. Mais si tu apprends à te déplacer avec le courant, tu peux aller plus loin, avec moins d'efforts. Accepter ne signifie pas que tu aimes ce qui se passe. Cela signifie que tu choisis de ne pas te détruire pour cela. La personne qui maîtrise l'acceptation ne se noie pas dans les émotions. Elle les observe et apprend d'elles. Elle comprend que tout a son temps, que même l'adversité a une fonction. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, parce que la vie te montre ce que tu as encore besoin de renforcer. Chaque perte, chaque obstacle, chaque changement inattendu peut être une leçon déguisée, mais seul celui qui accepte peut la reconnaître. La résistance naît de l'ego, cette partie qui veut tout contrôler. L'ego est offensé par la réalité. Il pense que le monde devrait lui obéir. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle ne s'adapte pas à tes désirs, elle te force à t'adapter. Et quand tu le fais, tu grandis. Quand tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, tu deviens plus fort, plus serein et plus libre. L'acceptation n'efface pas la douleur, mais la transforme en sagesse. C'est le moment où tu arrêtes de demander « pourquoi moi ?» et commences à dire « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Pratique ce principe tous les jours. Quand quelque chose te dérange, demande-toi si cela dépend de toi. Si la réponse est non, lâche-le. Ne dépense pas d'énergie dans ce que tu ne peux pas modifier. Canalise cette force vers ce que tu peux changer, ton esprit, ta réaction, ton prochain pas. Parce que celui qui apprend à accepter la réalité cesse d'en être la victime. Il n'a pas besoin que le monde soit calme pour être en paix. Accepter ce que tu ne peux pas changer est la porte vers une vie plus légère. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu ne portes plus le poids inutile de leur résistance. C'est l'acte le plus sage que tu peux faire au milieu du chaos. Regarder le désordre, le comprendre et continuer à avancer avec sérénité. C'est le pouvoir dans sa forme la plus silencieuse. Et seul celui qui le pratique connaît ce que signifie vraiment la liberté intérieure. 3. Ne prends rien personnellement. Il y a des gens qui vivent comme si le monde tournait pour les blesser. Chaque mot, chaque geste, chaque silence est interprété comme une attaque. Ils traversent la vie en portant une armure émotionnelle qui ne les protège pas, mais les enferme. Mais la vérité est simple. Personne n'agit vraiment contre toi. La plupart ne font que réagir à leur propre chaos. Prendre les choses personnellement,
c'est permettre que les émotions des autres te gouvernent, c'est donner ta paix à l'humeur d'un autre. L'esprit humain a tendance à chercher un sens à tout, même là où il n'y en a pas. Si quelqu'un ne te salue pas, tu supposes qu'il t'ignore. Si on ne répond pas à ton message, tu penses qu'on te méprise. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que chaque personne est piégée dans son propre labyrinthe. Ses mots, ses actes, ses réactions sont le reflet de son histoire, pas de ta valeur. Quand tu comprends cela, tu te libères d'un fardeau inutile, celui de penser que tout ce qui se passe autour de toi est un jugement à ton égard. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les opinions ni les émotions des autres, mais bien la façon dont tu décides de les prendre. Chaque fois que tu laisses une critique t'affecter ou qu'un regard te perturbe, tu cèdes une partie de ton pouvoir. La force intérieure ne se démontre pas en attaquant, mais en restant intacte face à la provocation. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu sais que ta paix vaut plus que n'importe quelle dispute. Ne pas prendre les choses personnellement est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est observer ce qui se passe et dire « cela parle d'eux, pas de moi ». Parfois, les gens mentent, manipulent ou blessent, non pas parce que tu es leur cible, mais parce que c'est la seule façon qu'ils connaissent de se sentir en contrôle. Si tu tombes dans leur jeu, tu deviens ce que tu critiques. Mais si tu restes calme, tu désarmes leur pouvoir. L'esprit tranquille a toujours l'avantage. Pense à cela dans ta vie quotidienne. Quand quelqu'un te crie dessus, quand on te critique, quand on te juge sans te connaître, qu'as-tu à gagner à réagir de la même manière ? Peut-être une sensation momentanée de soulagement, mais ensuite vient le vide. En revanche, si tu gardes ton centre et réponds avec sérénité, le message est clair. Je ne suis pas disponible pour tes tempêtes. Ce niveau d'autocontrôle ne s'obtient pas avec l'ego, mais avec la connaissance de soi. Tu apprends à reconnaître tes émotions sans te laisser emporter par elles. La plupart des conflits s'aggravent parce que les gens se sentent attaqués même quand ils ne le sont pas. Et cette habitude de tout prendre personnellement détruit les relations, les opportunités et même la santé mentale. Chaque fois que tu décides de ne pas prendre quelque chose personnellement, tu interromps un cycle de réactivité qui peut consommer ton énergie pendant des jours. La liberté émotionnelle commence quand tu comprends que tu n'as pas besoin de te défendre de tout. Pratique cela comme un entraînement quotidien. Quand quelque chose te perturbe, respire, fais un pas en arrière et demande-toi si cela a vraiment quelque chose à voir avec toi. 9 fois sur 10, ce n'est pas le cas. Tout ce que les autres pensent ou disent ne mérite pas ta réponse. Apprends à garder le silence quand le bruit ne t'apporte rien. Le calme déconcerte ceux qui vivent du conflit. Ne rien prendre personnellement n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. C'est choisir ta paix au-dessus de ton orgueil. C'est comprendre que le monde ne te comprendra pas toujours, et ce n'est pas grave. Parce que quand tu apprends à séparer ce que les autres projettent de ce que tu es, tu reprends le contrôle total de ton énergie. Et celui qui contrôle son énergie domine sa vie. 4. Observe avant d'agir. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, il détruit parce qu'il n'est pas contrôlé. C'est ainsi que fonctionne la réaction humaine. Une étincelle d'émotion mal gérée peut enflammer une relation, un travail ou une opportunité. La plupart des gens n'observent pas, ils répondent simplement. Mais celui qui apprend à observer avant d'agir devient quelqu'un qui voit au-delà de l'impulsion. Et cela, dans un monde dominé par la précipitation et la provocation, est une forme de pouvoir silencieux. Chaque fois que l'émotion prend le contrôle, le jugement disparaît. Nous agissons à partir de la colère, de la frustration ou de la peur, puis nous cherchons à justifier ce que nous avons dit ou fait. Mais il est déjà trop tard. Les mots lâchés dans un moment de cécité émotionnelle ne sont pas récupérables. Observer, c'est arrêter ce cycle, c'est mettre une pause entre ce que tu ressens et ce que tu décides de faire avec. Il ne s'agit pas de réprimer, mais d'avoir le courage de regarder attentivement ce qui se passe en toi avant de bouger. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi si tu ne le lui donnes pas. Mais pour ne pas le lui donner, tu as besoin d'observer. Observer la pensée avant de la croire, l'émotion avant d'agir, la situation avant de réagir.
C'est regarder sans juger, analyser sans précipitation et répondre seulement quand l'esprit est calme. Les anciens sages comprenaient qu'une seconde de silence pouvait éviter une vie entière de regrets. Cette seconde est l'espace entre l'impulsion et la décision, entre le chaos et la clarté. Nous vivons dans une société qui récompense la rapidité, pas la réflexion. On te dit « réponds maintenant, fais-le maintenant, ne réfléchis pas trop », comme si penser était un défaut. Mais réagir sans observer, c'est comme tirer sans viser. Celui qui s'arrête un instant ne perd pas de temps, il gagne en perspective. Parce que la réaction naît de l'ego, mais l'observation naît de l'intelligence. Et la différence entre les deux est énorme. L'ego cherche à avoir raison, l'intelligence cherche à comprendre. Pense au moment où tes actes ont été impulsifs. Cette discussion qui a dégénéré, cette décision prise sous le coup de la colère, ou ce message envoyé sans réfléchir. Si tu avais observé ton émotion, si tu avais attendu quelques minutes, tu aurais remarqué que ce n'était pas la situation qui te provoquait, mais ce que tu croyais à son sujet. Observer transforme l'émotion en information, te montre quelle partie de toi a besoin de calme, quelle blessure est encore active, quelle peur continue de diriger tes réponses. Observer n'est pas passivité, c'est maîtrise. L'observateur n'est pas immobile, il agit, mais il agit avec précision. Il parle quand il doit parler et se tait quand le silence a plus de force. C'est là la véritable maîtrise. Agir sans précipitation, répondre sans perdre son sang-froid. Lorsque tu t'entraînes à observer, tu commences à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Tu remarques le ton derrière les mots, l'intention derrière une action, l'émotion qui se cache dans ta propre pensée. Et quand tu comprends cela, rien ne te surprend. Pratiquer l'observation nécessite de la discipline, mais pas d'effort. Commence par le plus simple. Avant de répondre, respire. Avant de donner ton avis, écoute. Avant de décider, réfléchis. Cette habitude te distinguera de ceux qui vivent en réaction constante. Non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu seras conscient. La conscience transforme la vie en choix, pas en accident. Observer avant d'agir est l'art de maîtriser ta propre énergie. C'est savoir que toute émotion ne mérite pas de réponse, ni toute situation ta participation. C'est choisir le calme sur l'impulsion, la sagesse sur la vitesse. Et même si le monde te pousse à réagir, tu choisis de regarder d'abord, de comprendre ensuite et d'agir à la fin. 5. Renforcez votre esprit chaque jour. L'esprit est comme un muscle. S'il n'est pas entraîné, il s'affaiblit. Vous ne pouvez pas espérer être calme au milieu de la tempête si vous ne l'avez jamais cultivé en temps de paix. Beaucoup veulent une stabilité mentale, mais ne sont pas prêts à la construire. Ils espèrent que la force apparaîtra quand ils en auront besoin, sans comprendre qu'elle se forge jour après jour dans les petites décisions, dans les moments où personne ne regarde. L'esprit fort ne naît pas du talent, mais de la pratique constante. Chaque jour, la vie vous met à l'épreuve, non pas avec de grandes tragédies, mais avec de petits désagréments. Le trafic, la critique, l'attente, l'échec, la déception. C'est là que votre entraînement est mesuré. Si vous perdez le contrôle face à la moindre chose, imaginez ce qui se passera lorsque quelque chose de vraiment défiant arrivera. Les stoïciens savaient que l'esprit devait être exercé tout comme le corps. C'est pourquoi ils pratiquaient l'inconfort, le silence, la réflexion quotidienne, non pas pour souffrir, mais pour se préparer. La force mentale n'est pas une dureté émotionnelle, c'est de la résilience. C'est la capacité de rester ferme sans perdre son humanité. Renforcer l'esprit commence par observer vos pensées et ne pas croire en toutes. L'esprit ne dit pas toujours la vérité. Parfois il exagère, déforme, dramatise. Si vous ne l'entraînez pas, il vous entraînera à réagir par peur ou par insécurité. Mais si vous apprenez à reconnaître ces schémas, vous pourrez l'utiliser à votre avantage. Entraîner l'esprit ne signifie pas éliminer les émotions, mais les comprendre et les diriger. La clarté intérieure est obtenue lorsque la discipline remplace l'impulsion. Faites de l'autocontrôle une habitude quotidienne. Vous n'avez pas besoin de grands rituels, juste de la cohérence. Réveillez-vous chaque matin avec une intention claire.
Aujourd'hui, je ne réagirai pas. Aujourd'hui, je déciderai calmement. Cette phrase répétée chaque jour est un ordre au subconscient, une graine de maîtrise intérieure. Chaque fois que vous choisissez la sérénité au lieu de la colère, vous renforcez votre esprit. Chaque fois que vous tenez parole, même si personne ne vous voit, vous construisez votre caractère. La force mentale se nourrit aussi du silence. Dans un monde qui ne cesse de parler, apprendre à se taire est un entraînement profond. Le silence ne vous éloigne pas seulement du bruit extérieur, il vous confronte à vous-même. Il vous oblige à écouter vos pensées et à reconnaître celles qui vous servent et celles qui vous sabotent. Et quand vous pouvez supporter votre propre silence, rien d'extérieur ne peut vous déstabiliser. L'esprit se renforce dans le calme, pas dans la distraction. Entourez-vous de ce qui vous élève. Les personnes, les livres, les idées, les habitudes que vous construisez, tous façonnent votre esprit. Si vous consommez du chaos, vous penserez au chaos. Si vous nourrissez votre esprit de sagesse, vous agirez avec sagesse. La force ne se construit pas du jour au lendemain, mais chaque jour compte. La constance est plus puissante que la motivation. Vous n'avez pas besoin de vous sentir fort, vous avez juste besoin d'agir comme quelqu'un qui veut l'être. Avec le temps, cette attitude devient votre nature. Et souvenez-vous, renforcer votre esprit ne signifie pas devenir insensible. C'est apprendre à ressentir sans que le sentiment ne vous contrôle. C'est garder son calme quand les autres perdent le contrôle. C'est avoir des pensées claires quand les autres se noient dans la confusion. Un esprit fort ne réagit pas, il choisit. Il ne se plaint pas, il agit. Il ne se brise pas, il s'adapte. Faites de votre esprit votre priorité. Parce que si vous ne l'entraînez pas, le monde le fera pour vous. Et ce ne sera pas avec patience ni compassion. Chaque jour est une opportunité pour devenir plus stable, plus conscient et plus libre. Parce que celui qui renforce son esprit chaque jour ne survit pas seulement au chaos. Il le traverse avec dignité et devient l'exemple vivant que la véritable force vient toujours de l'intérieur. 6. Vis sans attente. Les attentes sont comme des miroirs brisés. Ils te montrent une image déformée de la réalité. Et lorsque tu essaies de les tenir, tu finis par te couper avec les fragments. La plupart des gens ne souffrent pas de ce qui se passe, mais de ce qu'ils espéraient qui se passerait. Ils vivent attachés à un scénario invisible, où les autres doivent agir comme ils l'imaginent, où la vie doit suivre leur plan et où chaque résultat devrait coïncider avec leurs désirs. Mais rien dans l'existence n'est obligé de suivre tes attentes. Vivre sans attente ne signifie pas perdre l'espoir. Cela signifie se libérer de l'illusion du contrôle. Parce que lorsque tu espères trop, tu dépends du résultat pour te sentir en paix. Si ça se passe bien, tu te sens bien. Si ça ne se passe pas bien, tu t'effondres. Ce tourbillon émotionnel te rend esclave du résultat et te vole ta sérénité. Le stoïcisme enseigne que le véritable équilibre naît lorsque tu fais ce qui est juste, sans exiger que tout se passe comme tu le souhaites. Agir par devoir, non par attente, est la base de la maîtrise intérieure. Chaque fois que tu attends quelque chose de quelqu'un, tu ouvres une porte à la souffrance. Tu attends de la compréhension et l'indifférence arrive. Tu attends de la loyauté et la trahison arrive. Tu attends de la reconnaissance et le silence arrive. Non pas parce que le monde est cruel, mais parce que les gens sont comme ils sont, pas comme tu veux qu'ils soient. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi se libère. Tu n'aimes plus pour recevoir de l'amour. Tu travailles pour servir et non pour être admiré. Tu aides sans attendre de gratitude. Cette liberté émotionnelle transforme ta façon de vivre. L'esprit qui vit plein d'attentes est toujours en conflit avec la réalité. Il dit « Cela ne devrait pas être ainsi » ou « Je méritais plus ». Mais la réalité ne comprend pas le langage du mérite. Ce qui est simplement. Et résister à cela est une bataille que tu ne pourras jamais gagner. En revanche, lorsque tu acceptes les faits tels qu'ils viennent, tu peux te concentrer sur la seule chose qui dépend de toi, ton effort, ton attitude, ta réponse. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour rester calme. Tu as juste besoin de faire confiance à ta capacité d'adaptation. Vivre sans attente n'est pas de l'apathie, c'est de la maturité. C'est comprendre que la vie ne te doit rien. Chaque moment est un prêt, pas une garantie. Être reconnaissant pour ce qui arrive au lieu de regretter ce qui n'arrive pas te rend plus conscient.
du présent. Parce que plus tu attends de l'avenir, moins tu apprécies ce que tu as maintenant. Le stoïcien n'anticipe pas les déceptions, mais il ne les craint pas non plus. Il fait ce qu'il doit, donne le meilleur de lui-même et laisse le reste. Pratique cela au quotidien. Si tu aides, fais-le parce que tu le veux, pas parce que tu attends qu'on te le rende. Si tu travailles dur, que ce soit par fierté personnelle, pas pour l'approbation. Si tu aimes, fais-le en toute liberté, pas par nécessité. Laisse les résultats arriver comme ils doivent arriver. Quand tu n'attends rien, tout ce qui se passe devient un apprentissage ou une récompense. Et dans les deux cas, tu gagnes. L'attente est une prison mentale qui t'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Vivre sans elle, c'est marcher léger, sans le poids des illusions qui ne se réalisent jamais. Le sage ne mesure pas son bonheur par ce qu'il obtient, mais par la paix avec laquelle il affronte ce que la vie lui donne. Arrête de chercher à ce que tout se passe comme tu l'imagines et commence à être reconnaissant que les choses soient simplement. Parce que le jour où tu n'attendras rien, ce jour-là, tu auras atteint la plus grande liberté, celle de vivre sans dépendre du résultat pour être en paix. 7. Transforme le conflit en pouvoir. Le feu qui détruit une maison est le même qui forge l'acier. La différence réside dans la façon dont l'énergie est utilisée. Il en va de même pour les conflits. Ils peuvent vous briser ou vous renforcer. Il ne s'agit pas d'éviter le chaos, mais d'apprendre à le transformer. Chaque dispute, chaque déception, chaque obstacle a un but caché. Révéler le niveau de contrôle que vous avez sur vous-même. Les personnes faibles cherchent des coupables. Les fortes cherchent à comprendre. Les sages cherchent à évoluer. Le conflit ne vient pas toujours de l'extérieur. Souvent, il commence dans votre esprit. C'est cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous ne pouvez pas, que ça ne vaut pas la peine. Si vous ne lui faites pas face, elle finit par vous dominer. Mais lorsque vous apprenez à voir le conflit avec d'autres yeux, vous comprenez que chaque choc est une occasion de polir votre caractère. Le stoïcien ne se plaint pas des défis, il les utilise. Il comprend que sans friction, il n'y a pas de croissance. Ce qui fait mal aujourd'hui peut devenir votre plus grande source de sagesse si vous y faites face avec calme et réflexion. L'erreur la plus courante est de réagir impulsivement aux problèmes. Crier, discuter, blâmer ou abandonner. C'est la sortie facile. Mais chaque fois que vous faites cela, vous perdez du pouvoir. Le conflit ne se résout pas avec plus de chaos. Il se dissout avec clarté. C'est pourquoi les sages ne répondent pas immédiatement. Ils observent, analysent, respirent. Ils voient le conflit comme un entraînement. La vie n'essaie pas de vous détruire. Elle renforce votre tempérament. Chaque épreuve que vous affrontez est une leçon sur vous, pas sur les autres. Pensez aux fois où les problèmes vous ont poussé à changer. Lorsque vous avez été trahi, vous avez appris à vous faire confiance. Lorsque vous avez été rejeté, vous avez appris à vous valoriser. Lorsque vous avez perdu, vous avez découvert ce qui compte vraiment. Le conflit vous dénude, vous montre ce que vous ne maîtrisez pas encore, vous révèle les parties de vous qui agissent encore par ego ou par peur. Il n'y a pas de maître plus dur ni plus sincère que l'adversité. Transformez le conflit en pouvoir en changeant la question que vous posez. Ne dites pas « pourquoi moi ?» Dites « pourquoi ?» Ce petit changement transforme la victime en stratège. Le conflit cesse d'être une punition et devient un entraînement. Chaque fois que vous choisissez de répondre avec calme, vous façonnez une version plus forte de vous-même. Car la véritable force n'est pas de résister sans ressentir, mais de maintenir la sérénité même lorsque tout brûle autour. Pratiquer cette mentalité exige une discipline émotionnelle. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de ne pas laisser la douleur décider pour vous. Respirez, prenez du recul et cherchez la leçon avant la réaction. Si vous parvenez à voir le conflit comme une matière première, vous découvrirez que tout ce qui vous défie vous construit aussi. La vie ne vous donne pas d'obstacles pour vous arrêter, mais pour vous apprendre à avancer avec plus d'intelligence. Le conflit, lorsque vous le comprenez, devient du carburant. Il vous pousse, vous réveille, vous oblige à grandir. Les personnes qui ont atteint la paix intérieure ne l'ont pas fait en évitant les problèmes, mais en apprenant à se maîtriser à l'intérieur d'eux. C'est le véritable pouvoir.
Pas le pouvoir qui s'impose, mais celui qui se maintient en silence. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, ne vous demandez pas comment l'éviter. Demandez-vous comment vous pouvez l'utiliser pour être plus sage, plus serein et plus fort. Transformer le conflit en pouvoir est l'art de transformer le chaos en croissance. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin que le monde soit parfait pour maintenir votre équilibre. Car lorsque vous pouvez rester calme au milieu de la tempête, vous devenez ce que rien ni personne ne peut renverser. 8. Garde toujours ton calme. Le calme est comme une petite flamme au milieu du vent. Si tu ne la protèges pas, elle s'éteint. Mais si tu apprends à la préserver, elle peut éclairer même la nuit la plus sombre. Vivre en paix ne signifie pas que tout va bien, cela signifie que tu vas bien même si rien ne va. C'est l'état d'esprit qui sépare le sage de l'impulsif, le fort de celui qui se brise facilement. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, garder son calme devient une forme silencieuse de supériorité. Chaque jour, l'environnement met à l'épreuve ton équilibre. Quelqu'un te provoque, les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, la vie te pousse à réagir. Mais le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est le contrôle de celle-ci. Le stoïcisme enseigne que personne ne peut te retirer la paix sans ton consentement. Tu peux perdre de l'argent, des opportunités, des personnes, mais tant que tu conserves ton calme, tu conserves ton pouvoir. La sérénité ne se feint pas, elle se travaille, et celui qui la maîtrise cesse d'être prisonnier du chaos. Garder son calme est l'art de ne pas laisser l'extérieur pénétrer ton centre. C'est observer le conflit sans l'absorber, ressentir l'émotion sans la transformer en action. Réagir est facile, répondre avec sagesse est difficile. C'est pourquoi si peu y parviennent. Le calme est une décision qui se renouvelle chaque jour, surtout lorsque tout semble te pousser à le perdre. Les personnes émotionnellement faibles pensent que l'explosion les libère, mais le débordement ne libère jamais. Il ne fait que t'asservir davantage à ton impulsion. Pense au moment où tu es resté serein alors que d'autres perdaient le contrôle. Cette sensation de pouvoir silencieux, de clarté au milieu du chaos, n'est pas un hasard. C'est le résultat de t'être maîtrisé toi-même. Quand tu gardes ton calme, tu vois ce que les autres ne voient pas. Alors que les autres crient, tu écoutes. Alors qu'ils s'agitent, tu analyses. Cette différence te donne un avantage. Dans le calme réside la lucidité, et avec elle, la capacité de prendre des décisions qui changent tout. Le monde est plein de provocations conçues pour te voler la paix. Des nouvelles qui génèrent de la peur, des personnes qui déchargent leur frustration, des situations qui mettent ta patience à l'épreuve. Si tu n'as pas un esprit stable, tu finiras par réagir à chacune d'elles. Mais si tu cultives la sérénité comme une discipline, rien ne peut te sortir de ton centre. Pratique-la dans les détails. Quand quelqu'un t'interrompt, quand quelque chose ne se passe pas bien, quand tu sens que tu perds le contrôle. Chaque moment difficile est un entraînement pour ta force intérieure. Garder son calme ne te rend pas faible, cela te rend inaccessible à la manipulation. Celui qui ne s'agite pas n'est pas facilement dominé. Personne ne peut contrôler un esprit en équilibre. C'est pourquoi les sages semblent inébranlables. Non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ne permettent à rien d'extérieur de déterminer leur état intérieur. Le calme devient leur bouclier invisible, leur plus grand signe de pouvoir. Pratique le silence, respire avant de répondre, choisis tes batailles, et souviens-toi que tout ne mérite pas ton énergie. Tu n'as pas à gagner chaque discussion, ni à corriger chaque erreur des autres. Parfois, la victoire réside dans le fait de rester silencieux et de garder la sérénité intacte. Non pas pour plaire, mais pour protéger ta paix. C'est la différence entre réagir comme les autres ou agir comme celui qui a déjà compris que rien d'extérieur ne peut faire s'effondrer l'intérieur. Garder son calme en permanence n'est pas quelque chose que tu réussis une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, une façon de vivre. Cela signifie avoir confiance en toi-même quand tout bouge. Cela signifie être l'œil du cyclone, le point où le chaos s'arrête. Parce qu'au final, celui qui maîtrise le calme maîtrise sa vie. Et celui qui maîtrise sa vie n'a besoin de contrôler rien d'autre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret,
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Quand quelqu'un utilise ton passé contre toi, il ne cherche pas la vérité, il cherche le pouvoir. Il veut te voir justifier ce que tu as déjà surmonté, te rabaisser au niveau où tu es tombé une fois. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le passé ne fait mal que lorsque tu ne l'as pas encore pardonné. Une fois que tu l'acceptes, il cesse d'être une arme et devient un bouclier. Les gens peuvent te rappeler tes erreurs, mais ils ne peuvent pas décider de qui tu es maintenant. Et c'est à ce moment-là que tu reprends le contrôle. Tu ne réponds pas pour gagner une discussion, tu réponds pour ne pas te perdre toi-même. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Le silence n'est pas une soumission, c'est une stratégie. Parce que celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise la situation. Cette vidéo ne vise pas à te défendre, mais à t'apprendre à ne pas avoir besoin de défense. Elle te montrera comment garder ta dignité quand quelqu'un essaie de te blesser avec ton histoire, comment transformer la culpabilité en croissance, et comment transformer chaque attaque en une preuve de force intérieure. Si quelqu'un t'a déjà fait sentir prisonnier de ton passé, ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin parce qu'après cela, tu sauras comment répondre avec une telle sérénité que celui qui essaie de t'attaquer ne fera face qu'à sa propre frustration. 1. Réponds avec calme, pas avec impulsivité. Une étincelle ne brûle pas une forêt, mais une réaction incontrôlée peut le faire. Il en va de même avec les mots. Une seule réponse impulsive suffit à détruire ce que des années de croissance ont construit. Lorsque quelqu'un utilise ton passé contre toi, il le fait en espérant que tu perdras le contrôle. Il attend que tu te défendes, que tu exploses, que tu montres que tu es toujours la même personne que tu étais. Et si tu tombes dans ce jeu, tu lui donnes exactement ce qu'il cherchait, du pouvoir sur toi. Le calme est ta meilleure stratégie. Non pas parce que le silence résout tout, mais parce qu'il te permet de voir ce que l'autre ne voit pas. La personne qui attaque à partir de ton passé le fait à partir de son insécurité. Elle utilise tes erreurs comme une arme parce qu'elle ne sait pas comment faire face à sa propre histoire. Et si tu réponds avec impulsivité, tu renforces son illusion de supériorité. Mais si tu réponds avec sérénité, tu révèles quelque chose qui le déstabilise, que tu n'es plus le même, que tu as changé et que sa manipulation ne fonctionne plus. Répondre calmement ne signifie pas rester silencieux par peur, cela signifie maîtriser le moment. Avant d'ouvrir la bouche, respire, observe, pense, demande-toi « Cela mérite-t-il mon énergie ?» La plupart du temps, non. Le calme te donne de l'espace pour choisir la réponse. Et choisir, c'est avoir du pouvoir. Ne pas réagir est l'acte le plus élevé de contrôle émotionnel qui existe, car il montre que tu n'as rien à prouver. Il y a un type de force qui ne se voit pas mais se ressent. C'est la force de celui qui écoute une provocation et ne bouge pas, de celui qui supporte une tentative d'humiliation sans perdre son sang-froid. Cette force naît de la compréhension que personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton permission. Et quand tu maîtrises cette vérité, toute tentative de manipulation devient inutile. Celui qui crie perd, celui qui réagit en premier aussi. Mais celui qui reste calme oblige l'autre à se confronter à lui-même. Dans ce silence inconfortable, l'attaquant est exposé car sans ta réaction, son intention s'effondre. Le calme n'est pas passivité, c'est le pouvoir dans sa forme la plus pure. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je n'ai rien à te prouver ». Si tu contrôles ton impulsivité, tu contrôles la direction de la conversation. Si tu gardes ton calme, tu transformes la provocation en une opportunité de montrer ta maturité. C'est la différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est agir à partir de la blessure. Répondre, c'est agir à partir de la conscience. Le premier alimente le conflit, le second le dissout. Au fond, l'objectif n'est pas que les autres changent, mais que tu ne recules pas. Chaque fois que tu choisis le calme sur l'impulsivité, tu renforces ton pouvoir intérieur. Chaque fois que tu choisis de penser avant de répondre, tu montres que ton esprit ne se laisse plus emporter par l'émotion.
Et cela, même si cela n'est pas dit à haute voix, se ressent. La prochaine fois que quelqu'un utilisera ton passé contre toi, souviens-toi de ceci. Celui qui a besoin de te rappeler qui tu étais, craint qui tu es maintenant. Regarde-le avec sérénité, pas avec colère. Car la véritable vengeance du sage n'est pas de détruire l'autre, mais de continuer à grandir pendant que l'autre stagne au même endroit. Garde ton calme, et le temps se chargera de montrer qui a vraiment changé. 2. Accepte ton histoire sans honte. Les cicatrices ne disparaissent pas, mais elles cessent de faire mal lorsque tu apprends à les voir comme des médailles. Les gens qui utilisent ton passé contre toi s'attendent toujours à ce que tu aies honte, que tu baisses les yeux, que tu te sentes coupable de ce que tu as été autrefois. Mais la vérité est que personne n'atteint la maturité sans trébucher. Si tu es debout aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, tu es tombé, et si tu es tombé, c'est parce que tu as eu le courage d'essayer. Accepter ton histoire ne signifie pas la justifier, mais reconnaître que grâce à elle, tu es devenu quelqu'un de plus fort, plus conscient et plus authentique. La honte est l'arme préférée de ceux qui n'ont pas guéri. Ils te font rappeler ce que tu as fait de mal, parce qu'ils ne supportent pas de te voir en paix avec cela. Mais quand tu apprends à regarder ton histoire sans culpabilité, les autres perdent leur pouvoir sur toi. Ce qui te blessait auparavant devient une leçon. Ce que tu cachais auparavant te construit maintenant. L'acceptation ne te rend pas faible, elle te rend libre, car elle montre clairement que tu ne vis plus au même endroit d'où il te reproche d'être sorti. Accepter ton passé sans honte signifie reconnaître que tu as été imparfait, que tu as commis des erreurs et que ces erreurs ont été le prix de ton évolution. Cela signifie ne pas cacher ce que tu as vécu, mais l'utiliser comme preuve de ta croissance. Celui qui nie son passé est condamné à le répéter, mais celui qui l'assume apprend à ne pas trébucher 2 fois sur la même pierre. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux décider de la signification que tu lui donnes. C'est le pouvoir de l'autocontrôle, transformer le souvenir en sagesse et non en fardeau. Quand quelqu'un mentionne ton passé dans le but de te blesser, regarde-le sans réaction. Ressens-le à l'intérieur, mais ne le résiste pas. Souviens-toi que seul te fait mal ce que tu n'as pas encore accepté. Et si tu l'acceptes, il se désintègre. Accepter ton histoire ne signifie pas dire « c'était bien », mais dire « cela ne me définit plus ». Cette simple phrase sépare ton identité de tes erreurs et te rend le contrôle de ton esprit. Celui qui a honte obéit. Celui qui accepte transcende. La plupart des gens sont prisonniers de leur propre passé parce qu'ils n'ont jamais osé l'affronter de face. Ils vivent en cachant des fragments d'eux-mêmes, feignant la perfection pour ne pas être jugés. Mais celui qui n'a plus peur de son histoire vit sans chaîne. Il peut parler de sa chute avec la même sérénité qu'il parle de sa victoire. Et cela intimide ceux qui se mentent encore sur leur propre reflet. Accepter ton histoire ne te rend pas immunisé contre le jugement des autres, mais te rend invulnérable à celui-ci. Parce que même si les autres ont une opinion, tu as déjà fait la paix avec ce que tu étais. Il n'y a plus de honte qui te lie, ni de culpabilité qui te dirige. Ce que tu cachais auparavant avec peur, tu le partages maintenant avec fierté, parce que tu comprends que seul celui qui a vécu son obscurité peut comprendre sa propre lumière. Chaque erreur du passé a été une leçon que tu n'aurais pas pu apprendre autrement. Chaque erreur t'a façonné, t'a poussé à te réveiller, à mûrir, à briser le moule. Et maintenant que tu comprends cela, il n'y a plus de place pour la honte. Celui qui tente de te rappeler ton passé se confronte à quelqu'un qui en a déjà fait une partie de sa force. Lorsque tu acceptes ton histoire sans honte, tu ôtes tout sens à l'attaque. Personne ne peut utiliser contre toi quelque chose que tu ne nies plus. C'est la liberté du sage. Regarder en arrière sans peur, parler du passé sans culpabilité et vivre dans le présent avec une totale cohérence. Parce que peu importe qui tu étais, ce qui compte vraiment, c'est qui tu es lorsque tu n'as plus besoin de le cacher. 3. Fixe des limites et respecte-les. Il y a des gens qui, tout comme les chiens qui testent la clôture, s'approchent juste pour voir jusqu'où ils peuvent aller avant que tu ne les arrêtes. Si tu ne fixes pas de limites,
tôt ou tard, quelqu'un franchira la ligne et blâmera ton silence pour l'avoir permis. Quand quelqu'un utilise ton passé contre toi, il le fait parce qu'il perçoit qu'il peut le faire. Il essaye parce qu'il remarque que tu ne l'arrêtes pas. Et si tu ne fixes pas de limites, tu finis par supporter le manque de respect que tu as toi-même toléré. Établir des limites n'est ni froideur ni orgueil, c'est de la clarté. Cela signifie que tu sais ce que tu acceptes et ce que tu ne fais pas, que tu reconnais ta valeur et que tu n'es pas prêt à la diminuer pour maintenir une relation ou éviter un conflit. Celui qui n'a pas de limites devient un terrain libre pour l'abus émotionnel. Et dans la vie, si tu ne définis pas le respect, quelqu'un d'autre le fera à sa convenance. Les limites ne se crient pas, elles se démontrent. Il ne suffit pas de dire « ne me parle pas comme ça », mais de ne plus le permettre plus d'une fois. Il ne suffit pas de demander du respect, il faut se retirer quand on ne le donne pas. La cohérence est la véritable force derrière une limite. Parce que si tu établis une règle et que tu la brises toi-même, tu perds toute autorité sur ta propre parole. Quand tu restes ferme, l'autre le ressent. Il peut t'accuser d'être dur. Il peut te dire que tu as changé, mais ce malaise est le signe que ton énergie n'est plus disponible pour être utilisée. Et c'est ce qui dérange le plus ceux qui vivent du contrôle des autres. Ton calme et ta fermeté sont une barrière que la manipulation ne peut pas franchir. Respecter tes limites n'est pas de la vengeance, c'est de la protection. C'est dire au monde « je ne suis plus le même que celui qu'on pouvait blâmer sans réponse ». C'est te regarder dans le miroir, avec la certitude que maintenant tu décides ce qui entre dans ta vie et ce qui n'y entre pas. Les limites ne t'éloignent pas des gens, elles te rapprochent de ta paix. Et la paix ne se négocie pas. Il y aura ceux qui essaieront de te faire sentir coupable d'avoir des limites. Ils diront que tu es devenu distant, que tu exagères, que tu étais plus compréhensif avant. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que tu étais plus facile à manipuler avant. Ne tombe pas dans ce jeu. Avoir des limites ne signifie pas perdre de l'empathie. Cela signifie que tu as appris à mettre ton bien-être en premier. Les gens qui te respectent n'ont pas besoin que tu leur fixes constamment des limites, car ils comprennent les leurs. Mais ceux qui n'en ont pas testeront les tiennes encore et encore. C'est pourquoi, plus que de parler, il faut agir. Chaque fois que tu dis assez et que tu le respectes, ton esprit se renforce. Ton estime de toi grandit parce qu'elle comprend que cette fois-ci, tu t'es choisi. Le respect commence lorsque tu fais clairement comprendre que tu ne reculeras pas par peur de perdre quelqu'un. Parce que si pour maintenir un lien, tu dois accepter la maltraitance, ce n'est pas un lien, c'est une prison. Et si pour conserver la paix des autres, tu dois détruire la tienne, tu ne vis pas, tu obéis. Fixer des limites est un acte d'amour de soi que peu comprennent, mais que tous ressentent. C'est la façon la plus silencieuse de dire plus jamais. Parfois, tu n'as pas besoin de discuter ni d'expliquer, juste de prendre de la distance. L'absence enseigne aussi. Et quand tu maintiens cette distance sans culpabilité, le message est clair. Le respect que tu n'as pas obtenu des autres, tu te le donnes maintenant toi-même. 4. N'attaque pas, contrôle. Les serpents les plus dangereux ne font pas de bruit avant d'attaquer, ils observent, calculent et n'agissent que si c'est nécessaire. C'est la différence entre la réaction et le contrôle. Dans la vie, beaucoup confondent la force avec l'agression, comme si crier plus fort signifiait avoir raison. Mais le véritable pouvoir n'est pas de rendre le coup, mais de décider quand ne pas le faire. Contrôler tes impulsions face à celui qui essaie de te provoquer avec ton passé n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Celui qui maîtrise ses émotions n'a rien à prouver, car il a déjà gagné la bataille la plus difficile, celle de l'intérieur. Quand quelqu'un cherche à te faire sentir petit en rappelant tes erreurs, ce qu'il cherche vraiment, c'est à voir si tu es toujours vulnérable. Il espère que tu te mettras en colère, que tu exploseras, que tu perdras ton sang-froid. Parce que dès que tu le fais, tu cèdes le contrôle. Et quand tu perds le contrôle, tu perds le pouvoir. Mais si tu arrives à rester calme, si tes paroles sont mesurées et ton regard serein, l'autre personne est désarmée. Personne ne peut manipuler celui qui ne réagit pas. Attaquer est facile, se maîtriser ne l'est pas.
Il faut plus de force pour contenir une émotion que pour la laisser sortir sans réfléchir. C'est à ce moment-là, quand tu sens la pression dans ta poitrine et l'envie de répondre avec colère, que se trouve l'épreuve. Ce que tu fais à ce moment-là définit si tu avances ou si tu recules. Contrôler ne signifie pas se taire par peur. Cela signifie parler à partir de la raison et non de la blessure. C'est répondre avec conscience, sans laisser le passé te voler la tranquillité que tu as tant travaillé à construire. L'autocontrôle ne consiste pas à te réprimer, mais à choisir intelligemment. Si tu cries, tu te rabaisses au même niveau que celui qui t'a provoqué. Si tu te défends avec agression, tu transformes la vérité en bruit. Mais si tu parles avec sérénité, tu obliges l'autre personne à écouter. La voix ferme et contrôlée a plus d'impact que n'importe quel cri, car elle reflète un pouvoir intérieur. C'est le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de s'imposer, car il se ressent sans effort. Quand tu attaques, l'attention se déplace du message à l'émotion. Ton point de vue se perd dans la colère, et celui qui t'écoute ne perçoit plus ta raison, seulement ta réaction. Mais quand tu contrôles, chaque mot devient un coup précis. Tu ne détruis pas, tu enseignes. Tu ne blesses pas, tu exposes. C'est le style de celui qui n'a plus besoin de vengeance, parce qu'il a compris que la véritable victoire est de conserver la paix. Dans le stoïcisme, le calme est la plus grande expression de force. Marc Aurèle disait que l'esprit qui ne se trouble pas face aux insultes démontre sa grandeur. Cela ne signifie pas être indifférent ou insensible, cela signifie avoir une vision plus élevée, un esprit qui ne se laisse pas entraîner par le chaos des autres. Celui qui maîtrise ses émotions devient inatteignable, car il ne se laisse plus guider par la provocation des autres. Le contrôle émotionnel ne te rend pas froid, mais libre. Libre du besoin de prouver quelque chose, libre de la peur de ce que diront les autres, libre du désir de gagner une discussion qui ne vaut rien. Cette liberté n'arrive pas d'un coup, elle se travaille. Chaque fois que tu choisis de ne pas attaquer, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, tu renforces ton autorité. Au fond, le contrôle est un respect de soi. C'est refuser de laisser quelqu'un décider comment tu vas te sentir ou agir. C'est rester ferme quand on veut te voir perdre l'équilibre. Parce que quand tu gardes ton calme, l'autre perd son pouvoir. Et c'est ce qui fait le plus mal à ceux qui vivent de la provocation. Ils n'ont pas besoin de tes paroles, ils ont besoin de ta réaction. Ne la leur donne pas. Apprends à te contrôler même quand tout en toi veut répondre. C'est la forme la plus élevée d'intelligence émotionnelle. Agir à partir de la force, pas du feu. 5. Protège ta paix, pas ton passé. Le feu ne discute pas avec le vent, il s'éteint simplement pour ne pas gaspiller d'énergie sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Tu devrais agir de la même manière lorsque quelqu'un essaie de t'entraîner dans des discussions inutiles sur ce qui s'est déjà passé. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en se battant, mais en s'éloignant. Les gens qui utilisent ton passé comme une arme le font pour perturber ta tranquillité, pas pour chercher la vérité. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas de te défendre, mais de maintenir ta paix intacte lorsque l'environnement cherche à la briser. Ton passé n'a pas besoin de défense, car il a déjà rempli sa fonction. Il a été un enseignant, pas un juge. Ce que tu dois protéger maintenant, ce ne sont pas tes explications, mais ta stabilité. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, choisir le silence devient une forme de pouvoir. Non par lâcheté, mais par sagesse. Parce que tu comprends que celui qui a besoin de crier sa version n'a pas de paix, et celui qui a la paix n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Chaque fois que quelqu'un mentionne ton passé, il t'offre un piège déguisé en conversation. Si tu tombes dans le besoin de te justifier, tu donnes ton énergie. Mais si tu réponds avec sérénité, si tu choisis de ne pas entrer dans ce terrain, tu conserves ce que tu as de plus précieux, ton centre. La paix intérieure est comme une forteresse invisible. On ne la voit pas, mais elle protège tout ce que tu es. Et quand tu la perds pour défendre ton orgueil, tu finis par te vider, même si tu gagnes la discussion. Protéger ta paix implique d'apprendre à laisser les autres penser ce qu'ils veulent sans te sentir obligé de les corriger. La plupart du temps, les gens ne cherchent pas à te comprendre. Ils cherchent à confirmer leur version de toi.
Ils veulent te garder dans le rôle qu'ils ont inventé parce que ta croissance les dérange. Mais tu n'es pas ici pour convaincre qui que ce soit, tu es ici pour continuer à avancer. L'opinion des autres ne paie pas tes nuits tranquilles, ni tes pensées ordonnées. De défendre constamment est une forme d'esclavage émotionnel. Quand tu ressens le besoin de tout clarifier, de te justifier chaque fois que quelqu'un mentionne ton passé, tu montres que tu dépends encore de la validation des autres. Mais quand tu décides de garder le silence et de continuer à marcher, tu montres que tu as dépassé le besoin d'être compris. C'est la liberté, c'est la maturité. Le stoïcisme enseigne que rien d'externe ne doit perturber l'interne. Si tu laisses les paroles de quelqu'un perturber ta tranquillité, tu lui donnes le contrôle de ton esprit. Et le contrôle de ton esprit est la chose la plus sacrée que tu possèdes. Ta paix ne se protège pas en discutant. Elle se protège en choisissant tes batailles. Il y a des situations qui ne méritent pas de réponse. Il y a des personnes qui ne méritent pas d'accéder à ton énergie. Quand tu protèges ta paix, tu commences à remarquer un changement en toi. Tu ne réagis plus de la même manière. Ce qui t'affectait auparavant ne t'affecte plus. Tu ne te soucies plus autant d'avoir raison. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité émotionnelle. C'est avoir compris qu'il y a des choses que l'on perd pour gagner en tranquillité. Parce que la paix ne s'achète pas, elle se construit. Elle se construit chaque fois que tu choisis de ne pas tomber dans les provocations. Chaque fois que tu lâches une discussion qui ne mène à rien, chaque fois que tu décides de ne pas expliquer ce qui est déjà clair pour toi. Le passé peut servir aux autres pour parler, mais seul toi décides s'il peut te perturber. Protéger ta paix n'est pas t'isoler, c'est te prioriser. C'est savoir que ta sérénité vaut plus que toute tentative de manipulation. Parce que quand l'esprit est calme, rien ni personne ne peut utiliser ton histoire contre toi. Et à la fin, c'est ce qui fait vraiment peur à ceux qui vivent du conflit, qu'ils ne réussissent pas à te faire perdre la paix que tu as tant lutté pour conquérir. 6. Transforme la culpabilité en croissance. Les graines ne germent que lorsqu'elles sont enterrées. Et il en va de même pour la culpabilité. Elle doit toucher le fond pour se transformer en quelque chose qui fleurit. La culpabilité, si elle n'est pas gérée, pourrit en toi et te lie au passé. Mais lorsque tu apprends à l'utiliser comme engrais, elle cesse d'être un poids et devient une impulsion. Il ne s'agit pas de nier ce que tu as fait, mais de le comprendre, d'apprendre et d'avancer. C'est la différence entre celui qui stagne dans le remords et celui qui évolue à travers lui. Lorsque quelqu'un utilise ton passé pour te faire sentir mal, il essaie de réveiller cette culpabilité endormie. Il veut te voir justifier, expliquer, te traîner émotionnellement pour des erreurs anciennes. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la culpabilité n'a de pouvoir que si tu le lui donnes. Une fois que tu acceptes que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à ce moment-là, la culpabilité perd son sens. Elle cesse d'être une blessure ouverte et devient une leçon précieuse. La vraie croissance ne vient pas de la prétention à la perfection, mais de l'acceptation de tes chutes sans t'y enfoncer. Apprendre de la culpabilité signifie regarder le passé sans le rejeter, l'analyser sans te punir et te demander ce que tu peux construire à partir de cela. Si tu restes coincé dans le regret, tu répètes le cycle. Mais si tu comprends le message, tu brises la chaîne. Chaque erreur qui te poursuit veut simplement te rappeler une leçon que tu n'as pas encore fini d'apprendre. La culpabilité ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle peut se transformer en force. Cette transformation commence lorsque tu arrêtes de te punir et commences à agir différemment. Si tu as blessé quelqu'un, demande pardon et continue ton chemin. Si tu as échoué, améliore-toi. Si tu t'es trompé, apprends. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu as besoin d'évoluer. Personne ne peut utiliser ton passé contre toi si tu l'as déjà transformé en partie de ta sagesse. Les gens qui n'ont pas encore fait la paix avec leur histoire cherchent à te maintenir prisonnier de la tienne. Mais tu n'es pas obligé de porter une culpabilité éternelle pour plaire à ceux qui n'ont pas surmonté la leur. Transformer la culpabilité en croissance n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité émotionnelle. C'est décider que ta douleur aura un but, que tu ne resteras pas dans la phase de lamentation, mais dans celle de l'action.
Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est déjà passé, mais nous pouvons décider quelle signification lui donner. Tu peux laisser la culpabilité te submerger ou l'utiliser comme un rappel de ce que tu ne répéteras plus. L'esprit discipliné ne se paralyse pas par ce qui a été. Il se concentre sur ce qu'il peut faire aujourd'hui. C'est cela la maturité émotionnelle. Regarder tes erreurs sans t'effondrer et les utiliser comme un tremplin pour ta prochaine version. Lorsque tu transformes la culpabilité en croissance, le passé cesse de faire mal parce qu'il a déjà rempli sa fonction. Ce n'est pas ce que tu as fait qui te définit, c'est ce que tu as appris. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te reprocher ce que tu as été, regarde-le avec sérénité et pense « Cela m'a déjà appris ce que je devais savoir ». Il ne s'agit pas de nier ton histoire, mais de reconnaître que tu l'as déjà surmontée. La culpabilité ne s'efface pas, elle se redirige. Chaque sentiment qui t'a un jour pesé peut devenir une raison d'être meilleur. Lorsque tu utilises la douleur comme guide, lorsque tu fais de tes erreurs une boussole, la culpabilité cesse d'être une punition et se transforme en croissance. C'est la différence entre vivre emprisonné dans le passé ou marcher libre vers l'avenir. Celui qui apprend de la culpabilité ne la craint plus, parce qu'il comprend que même ses erreurs ont travaillé en sa faveur. 7. Éloigne-toi quand il n'y a pas de respect. Les miroirs brisés continuent de refléter, mais ils déforment l'image. Il en va de même pour les relations où le respect a été perdu. Tu continues à voir la personne, mais tu ne vois plus clairement, seulement des fragments. Essayer de maintenir des liens où le respect n'existe pas, c'est comme boire de l'eau dans un verre fissuré. Ce qui reste de toi finit toujours par s'échapper. C'est pourquoi, quand quelqu'un utilise ton passé contre toi sans empathie ni considération, il ne mérite pas d'explication, il mérite de la distance. T'éloigner n'est pas une vengeance, c'est de l'hygiène émotionnelle. Il ne s'agit pas de couper par fierté, mais par dignité. Il y a des gens qui confondent le pardon avec la permission, et si tu les laisses faire, ils continueront à franchir tes limites. Mais quand tu décides de t'éloigner sans drame, sans cris et sans excuses, tu leur donnes une leçon que les mots ne peuvent pas transmettre. Ta paix n'est plus à vendre. Le respect ne se mendie pas, il se demande avec le comportement. Quand quelqu'un insiste pour te rappeler tes erreurs ou pour minimiser ta croissance, ce qu'il dit vraiment, c'est qu'il ne supporte pas de te voir évoluer. Et si tu choisis de rester, tu finis par ajuster ta lumière pour ne pas déranger son ombre. Mais quand tu t'éloignes, tu brises le cycle. Parce que le silence de celui qui parle à tête haute pèse plus que 1000 discussions essayant de te justifier. La distance ne signifie pas la haine, elle signifie la compréhension. Comprendre que tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui t'a fait douter de toi. Comprendre que l'amour sans respect est dépendance et que rester là où on ne te valorise pas est une forme d'auto-abandon. Personne ne devrait avoir à supporter le poids de continuer à prouver son changement à quelqu'un qui ne voit que l'erreur que tu as commise. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de base pour rien. S'éloigner de quelqu'un qui ne te respecte pas fait mal, mais rester fait plus mal. Cela épuise ton âme, te vole de l'énergie et peu à peu te convainc que tu mérites ce traitement. Et non, tu ne le mérites pas. Le respect ne se gagne pas en criant ni ne s'impose par la peur, il se construit avec cohérence. Si l'autre personne ne peut pas voir la valeur de ton processus, alors elle ne mérite pas de l'accompagner. Le stoïcisme enseigne que le sage s'éloigne sans ressentiment, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend que son énergie est limitée. Il ne peut pas la dépenser à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Parfois, la plus grande preuve d'amour-propre est l'adieu. Parce que partir n'est pas abandonner, c'est te choisir. C'est arrêter d'expliquer aux autres que tu as changé et commencer à vivre comme preuve de cela. Le respect ne concerne pas seulement la façon dont on te parle, mais aussi la façon dont on te fait te sentir. Si une conversation te laisse épuiser, si une relation te force à te défendre constamment, si un environnement te fait douter de ta valeur, il est temps de prendre de la distance. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un de froid ou d'insensible.
Cela fait de toi quelqu'un qui a appris à mettre sa paix au-dessus de son besoin d'approbation. Ne t'excuse pas de t'éloigner. Tu n'as pas à justifier ta décision de te protéger. Celui qui te valorise vraiment comprendra ton silence et respectera ton espace. Celui qui ne le fait pas confirme pourquoi tu devais partir. Parfois, la distance ne sépare pas, elle éclaire. Elle t'enseigne qui est là par commodité et qui est là pour une connexion authentique. Quand tu décides de t'éloigner là où il n'y a pas de respect, tu commences à attirer des relations où il y en a, parce que le respect que tu te donnes à toi-même établit la norme de la façon dont le monde te traitera. 8. Ta valeur ne dépend pas de ton passé. Les ombres sont toujours plus longues au coucher du soleil, juste quand le soleil est sur le point de tomber. Il en va de même pour la culpabilité, les erreurs, les jugements de ceux qui ne parviennent pas à surmonter leur besoin de te rappeler ce que tu étais. Ils essaient d'allonger ton ombre parce qu'ils ne peuvent plus obscurcir ta lumière. Mais ta valeur ne vient pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu as choisi d'être après chaque chute. Si tu continues à regarder ton passé, tu oublies que c'est toi qui as décidé de te relever. La vraie valeur ne se mesure pas à la perfection, mais à la capacité de te transformer. Personne n'a l'autorité morale pour te définir par tes erreurs si tu les as déjà transformées en force. Lorsque tu acceptes que tes cicatrices racontent une histoire d'évolution, tu te libères du jugement des autres. Celui qui continue à pointer ton passé le fait parce qu'il n'a pas encore fait la paix avec le sien. C'est la différence entre celui qui avance et celui qui a besoin de te maintenir attaché à une ancienne version de toi. Ton passé fait partie de toi, mais il n'est pas toute ton identité. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, mais la conséquence de tes apprentissages. Les gens qui s'accrochent à tes échecs le font parce qu'ils ont peur de reconnaître ton changement. Et quand tu comprends cela, quelque chose en toi se libère. Tu n'as plus besoin de convaincre personne, ni d'expliquer ce qui est déjà évident. Ta vie actuelle parle plus fort que n'importe quel mot. Définir ta valeur à partir du passé, c'est comme juger un livre par son premier chapitre. Celui qui te regarde vraiment avec des yeux de maturité ne voit pas tes erreurs, il voit ta transformation. Mais même si personne ne le fait, l'important est que tu le saches. La reconnaissance la plus importante est celle qui vient de ta propre conscience. Si tu sais combien tu as grandi, tu n'as pas besoin de validation. Chaque fois que quelqu'un utilise ton passé comme une arme, souviens-toi que ce chapitre a déjà été fermé. Tu as appris, tu as changé, tu as évolué. Tu n'es pas au même point, tu ne penses pas de la même manière, tu ne ressens pas la même chose. Ce qui te faisait mal avant t'enseigne maintenant. Ce qui te faisait honte avant te rend fier aujourd'hui, car c'était le point de départ de ta croissance. Le passé ne te définit que si tu refuses de le surmonter. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'est pas de ne pas échouer, mais de se corriger. Une erreur peut être une pierre ou une échelle, cela dépend de ce que tu décides d'en faire. Si tu continues à permettre aux autres de te définir par tes échecs, tu vis piégé dans leur récit. Mais si tu choisis de te définir par ton présent, tu reprends le contrôle de ton histoire. Personne ne peut dire qui tu es mieux que toi. Ta valeur ne se mesure pas en opinion, mais en cohérence. Dans la façon dont tu agis quand personne ne te voit, dans la façon dont tu te tiens quand le monde te pousse. Celui qui se connaît lui-même ne craint plus le jugement des autres, parce qu'il comprend que l'esprit qui juge vit limité, tandis que celui qui apprend s'élargit. C'est pourquoi, chaque fois que tu entends des critiques sur ton passé, pense qu'elles ne parlent que du niveau où elles sont restées. Le passé peut faire mal, mais il n'a pas de pouvoir si tu l'as déjà transcendé. Ce que tu étais était nécessaire pour arriver à ce que tu es. Et ce que tu es aujourd'hui est encore en construction. Tu n'as pas besoin d'être rappelé pour tes erreurs, mais pour ta capacité à renaître. Ta valeur n'est pas dans ton histoire, mais dans ton progrès. Dans la façon dont tu continues à marcher même quand on te rappelle où tu as trébuché, parce que la personne qui se relève avec dignité après une chute vaut plus que celle qui n'est jamais tombée. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Dans un monde où tout le monde se bat pour voir qui parle le plus fort, celui qui sait se taire a le contrôle. Nous vivons entourés de bouches qui ne se reposent jamais, d'opinions vides, de gens qui ont besoin d'être entendus pour se sentir vivants. Mais le véritable pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans le calme que peu peuvent maintenir. Le silence est un mur invisible qui protège ton énergie, ton esprit et ton focus. Celui qui apprend à ne pas réagir, à ne pas expliquer chaque mouvement, à ne pas justifier chaque décision, devient intouchable. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise de soi. C'est regarder le chaos et garder son sang-froid. C'est voir comment les autres s'épuisent à parler pendant que tu te renforces en observant. Dans le silence, les idées mûrissent, la discipline se forge et la dignité est préservée. Tu n'as pas besoin de raconter au monde ce que tu construis, car les fondations les plus solides sont toujours érigées loin des regards curieux. Dans cette ère où les gens se vident pour être vus, apprendre à garder ce qui est à toi est un acte de rébellion. Tout ne mérite pas d'être raconté, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton esprit. Tes plans, tes émotions, tes blessures, tes réussites, tout cela appartient à ta sphère sacrée. Celui qui parvient à maîtriser sa voix intérieure maîtrise son destin. Cette vidéo n'est pas une simple réflexion, c'est un guide pour ceux qui en ont assez du bruit. 8 leçons qui t'apprendront à te taire pour avancer, à observer sans répondre, à construire sans annoncer. Parce que le silence, lorsqu'il est maîtrisé, devient la forme la plus pure de pouvoir. 1. Garde tes plans jusqu'à leur réalisation. Le silence est comme une armure invisible. Il ne brille pas, il ne fait pas de bruit, mais il te protège de tout ce qui cherche à te distraire. Garder tes plans jusqu'à leur réalisation n'est pas de la méfiance, c'est une stratégie. C'est comprendre que le bruit extérieur a le pouvoir d'affaiblir tes pas si tu le laisses entrer. Quand tu parles trop tôt, quand tu racontes tes objectifs en espérant une approbation, tu donnes une partie de ton énergie aux oreilles qui ne devraient pas l'entendre. Et il y a quelque chose que peu de gens comprennent. L'énergie que tu utilises pour expliquer ce que tu vas faire est la même que tu as besoin pour le réaliser. Les personnes fortes n'annoncent pas leurs mouvements, elles les exécutent. Non pas parce qu'elles craignent que d'autres les copient, mais parce qu'elles savent que l'exposition inutile ouvre des portes au jugement, à l'envie et au doute des autres. Chaque fois que tu partages tes objectifs, tu permets inconsciemment aux autres de les contaminer avec leur vision limitée. Ils te remplissent de conseils que tu n'as pas demandés, de peurs qui n'étaient pas les tiennes, d'insécurité qui n'existait pas auparavant. C'est pourquoi garder le silence pendant que tu construis n'est pas de l'isolement, c'est de la protection du processus. Celui qui apprend à se mouvoir en silence développe un avantage que le monde moderne a oublié, le mystère. À une époque où tout le monde a besoin de montrer ses progrès pour se sentir valide, être discret te donne du pouvoir. Ton progrès cesse d'être public et commence à être interne. Personne ne peut saboter ce qu'il ne connaît pas. Personne ne peut arrêter ce qui n'est pas annoncé. L'esprit qui se tait devient plus clair, plus concentré, plus centré sur l'essentiel. Garder tes plans est aussi un acte de respect envers toi-même. Cela signifie que tu as confiance en ta capacité à accomplir sans dépendre de la validation externe. Parler trop de ce que tu vas faire est une forme de soulagement émotionnel qui te vole ton élan. Cela te fait te sentir productif sans avoir rien fait. La vraie discipline consiste à avancer sans témoin, sans besoin d'applaudissements. Lorsque tu réussis à maîtriser cette envie de tout raconter, tu deviens quelqu'un d'imprévisible. Quelqu'un que l'environnement ne peut pas lire ni anticiper. Le silence crée de l'espace pour l'action. Pendant que les autres perdent du temps à planifier à voix haute, tu construis en silence. Et lorsque le résultat apparaît, il n'y a pas de discussion, seulement des faits. Tes réalisations deviennent ta voix. Ton focus devient ta défense. Ta constance devient ta réputation. Garder tes plans n'est pas de la froideur,
c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que tout le monde ne souhaite pas te voir avancer, que certains préfèrent te distraire avec des paroles vides ou des questionnements déguisés en intérêt. Quand tu choisis le silence, tu choisis la précision. Tu deviens plus conscient de tes mouvements, plus prudent dans tes décisions, plus responsable de ton processus. Chaque pas cesse d'être une tentative désespérée de démontrer et devient une manifestation de but. Tu n'as pas besoin de parler pour être pris au sérieux, tu as besoin de résultats. Et les résultats ne fleurissent que dans le terrain fertile du silence, où les doutes des autres et les commentaires de ceux qui n'ont jamais osé essayer n'arrivent pas. Alors garde tes plans jusqu'à leur réalisation, non pas parce que le monde est ton ennemi, mais parce que ta vision est encore fragile et mérite protection. Il ne s'agit pas de cacher ce que tu fais, mais de faire mûrir tes actions, loin du regard superficiel. Laisse le silence être ton allié, ton bouclier et ton guide. Parce qu'à la fin, quand les autres se demanderont comment tu as réussi, ta réponse sera simple. Pendant qu'ils parlaient, tu agissais. 2. Contrôle tes émotions en silence. Les émotions sont comme le feu. Si tu sais les gérer, elles te réchauffent. Si tu les laisses libres, elles te brûlent. Le silence ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais apprendre à le soutenir sans te consumer. Contrôler tes émotions en silence est une forme de pouvoir que peu de gens maîtrisent, car l'impulsion de réagir est forte et le désir de montrer ce que nous ressentons peut être un piège. Dans la société actuelle, où tout est partagé et dramatisé, garder son calme est devenu un signe de supériorité mentale. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu choisis de ne pas laisser tes émotions prendre le contrôle devant les autres. Celui qui réagit sans réfléchir révèle sa faiblesse. Quand tu exploses, cries ou te justifies, tu donnes aux autres la carte de tes points faibles. L'autocontrôle n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Apprendre à rester silencieux quand on te provoque, quand on t'attaque ou quand quelque chose ne se passe pas comme prévu est un acte de sagesse. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison, tu as besoin de conserver ton centre. L'esprit tranquille voit ce que la colère ne permet pas de voir. En revanche, celui qui se laisse emporter par la rage ou la frustration finit par être manipulé par le moment, prenant des décisions qu'il regrettera plus tard. Maîtriser tes émotions en silence ne signifie pas avaler ce que tu ressens, mais le traiter sans te détruire. C'est accepter que tout le monde ne mérite pas de voir ta vulnérabilité, que chaque émotion n'a pas besoin d'être exposée ou expliquée. Les personnes qui apprennent à rester calmes sous pression sont celles qui vont le plus loin, car elles ne s'épuisent pas à réagir, mais à agir avec précision. Alors que d'autres perdent du temps à justifier leur colère, tu te concentres sur la résolution de ce qui dépend de toi. Le silence émotionnel est aussi un signe de respect envers toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec la même intensité que l'on t'attaque, tu protèges ton énergie. Tout ne mérite pas une réponse. Toute offense ne mérite pas une explication. La plupart du temps, le silence désarme plus que les mots, parce qu'il montre que tu n'es pas à la hauteur du conflit, mais au-dessus de lui. Contrôler tes émotions ne te rend pas froid, cela te rend libre. L'autocontrôle ne se réalise pas en niant ce que tu ressens, mais en comprenant d'où il vient et en choisissant quoi en faire. Le calme n'est pas de la passivité, c'est du contrôle interne. Lorsque tu t'éduques à ne pas réagir immédiatement, tu commences à prendre des décisions à partir de la raison et non de l'impulsion. Et cette différence définit ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Les forts ressentent la même chose que les autres, mais ils ne permettent pas à une émotion momentanée de détruire ce qu'ils ont mis des années à construire. Contrôler tes émotions en silence, c'est transformer le feu en lumière. C'est transformer l'intensité en concentration. C'est répondre au chaos avec sérénité. Dans un monde où la majorité crie pour se faire entendre, rester serein te rend différent, te rend puissant. Apprends à garder tes émotions comme un secret sacré, à les traiter sans les publier, à comprendre que tu n'as pas besoin de montrer ta douleur ou ta colère pour valider ce que tu ressens. Ton pouvoir réside dans le fait de ne pas permettre à personne de dicter ta réaction. Parce que celui qui contrôle son silence contrôle son monde. 3.
Donne ta bonté seulement à ceux qui la méritent. La bonté sans direction est comme de l'eau renversée. Elle est gaspillée même si elle est pure. Être une bonne personne ne signifie pas permettre aux autres de franchir tes limites, ni donner tout ce que tu as sans mesurer les conséquences. Être bon avec tout le monde te fait te sentir utile, mais peut aussi faire de toi la cible parfaite pour ceux qui ne savent que recevoir. Ta bonté doit avoir une structure, une racine qui ne se plie pas à la manipulation ou à la culpabilité. Tout le monde ne mérite pas le meilleur de toi, et l'accepter ne te rend pas cruel, cela te rend conscient. Les personnes au cœur noble ont tendance à confondre compassion et faiblesse. Ils pensent que s'ils refusent d'aider, ils échouent en tant qu'êtres humains. Mais aider celui qui ne veut pas changer, celui qui abuse de ton dévouement ou celui qui ne s'approche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, n'est pas de la bonté, c'est de l'épuisement émotionnel. La bonté mature, c'est quand s'arrêter. Apprends à distinguer entre celui qui a besoin de soutien et celui qui cherche une béquille éternelle. Si tu aides sans discernement, tu épuises ton énergie, et quand tu en auras le plus besoin, il n'en restera rien pour toi. Être sélectif avec ta bonté ne te rend pas égoïste, cela te rend sage. Cela signifie que tu valorises ton temps, ton énergie et ta paix. Celui qui te valorise n'abuse pas de ton dévouement, il l'apprécie. Celui qui ne fait que prendre et ne donne jamais ne mérite pas de rester près. Les gens qui comprennent vraiment la valeur de ta présence ne te demandent pas plus que ce que tu peux offrir. En revanche, ceux qui n'ont pas de limite te demanderont jusqu'à ce que tu sois vidé. Et une fois que tu seras vide, ils continueront à réclamer plus. C'est pourquoi la bonté sans limite ne construit rien. Elle ne fait que s'épuiser. Donne ta bonté à ceux qui te respectent, pas à ceux qui t'utilisent. À ceux qui t'écoutent quand tu parles, pas à ceux qui attendent simplement leur tour pour demander. À ceux qui te rendent la paix, pas la culpabilité. À ceux qui sont présents aussi quand ils n'ont besoin de rien. La gratitude est la mesure d'une âme saine. Si tu donnes et qu'il n'y a pas de réciprocité, retire-toi en silence. Tout le monde n'a pas la capacité de recevoir sans détruire. Tu n'as pas besoin de l'expliquer ou de le justifier. Éloigne-toi simplement de ce qui te vide. Les stoïciens enseignaient que le sage agit par vertu, non par récompense. Donner avec vertu implique d'agir avec intention, non par besoin d'approbation. Si tu aides pour te sentir accepté, tu cherches de l'amour déguisé en service. La véritable bonté naît de la force, non du manque. Quand tu donnes à partir de la plénitude, ton aide élève. Quand tu donnes à partir de la peur, ton aide t'affaiblit. Apprends à donner sans rien attendre en retour, mais apprends aussi à t'arrêter quand le fait de donner devient un fardeau. Ton énergie est sacrée. Ne la gaspille pas sur ceux qui ne veulent pas grandir. Ne deviens pas le sauveur de personnes qui se noient parce qu'elles aiment leur propre chaos. L'amour, la compassion et l'empathie sont des vertus puissantes, mais sans limite. Elles se transforment en chaînes. Établis des frontières fermes. Si une relation, une amitié ou un lien dépend du fait que tu ignores tes limites, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Donne ta bonté seulement à ceux qui la méritent, non pas parce que tu es froid, mais parce que tu as appris la valeur de ton dévouement. La vie s'équilibre quand tu choisis de donner sans te perdre. Aider n'est pas sauver, c'est accompagner. Aimer n'est pas porter l'autre, c'est marcher à ses côtés. Quand tu décides de prendre soin de ta bonté, tu récupères ton pouvoir. Parce que dans un monde où beaucoup utilisent l'empathie comme une arme, protéger ton cœur est l'acte le plus intelligent que tu puisses faire. Ne t'excuse pas d'être bon, mais ne le sois plus jamais avec celui qui ne l'apprécie pas. 4. Guéris tes blessures sans les compter. Les blessures émotionnelles sont comme des racines sous terre. On ne les voit pas, mais elles soutiennent la force de l'arbre. Les raconter à n'importe qui n'accélère pas la guérison, parfois elle la retarde. Guérir en silence ne signifie pas les nier, mais comprendre qu'il y a des douleurs qui ne peuvent être guéries qu'en solitude. Les gens cherchent un soulagement en parlant de ce qui leur fait mal, croyant que le partager libère toujours, mais souvent ce qui est libéré est l'énergie dont tu avais encore besoin pour te reconstruire. Chaque mot que tu lances dans l'air devient une porte ouverte vers tes vulnérabilités, et tout le monde ne saura pas les préserver. Tout ce qui t'a blessé ne mérite pas d'être exposé.
Il y a des expériences qui n'ont de sens que lorsqu'elles sont digérées en silence, lorsque tu les affrontes sans témoin ni distraction. La société moderne te pousse à tout raconter, à publier ta tristesse, ta colère ou tes batailles personnelles, comme si montrer la douleur était une façon de la valider. Mais la véritable croissance ne se produit pas dans l'exposition, mais dans l'introspection. Le silence devient un refuge où ton esprit peut ordonner ce qui s'est passé sans l'interférence du jugement d'autrui. Parler de tes blessures avec ceux qui ne comprennent pas ton processus peut les rouvrir encore et encore. Les mots mal entendus déforment ton histoire. Et chaque opinion externe, bien qu'elle soit bien intentionnée, peut fragmenter la clarté dont tu as besoin pour comprendre ce que tu ressens vraiment. Le silence, en revanche, t'oblige à t'écouter sans bruit. Il te pousse à affronter ce que tu évitais, à traiter ce que tu taisais, à t'observer avec crudité et honnêteté. C'est dans ce calme douloureux que commence la véritable transformation. Guérir en silence est un acte de force, car il t'apprend à dépendre de toi et non du réconfort extérieur. Le soutien peut t'accompagner, mais ne peut pas remplacer le travail interne. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de ne pas livrer ton histoire à n'importe qui. Lorsque tu choisis de garder tes blessures, tu apprends à prendre soin de toi. Tu deviens responsable de ce que tu ressens, sans blâmer le passé, sans chercher des sauveurs. Cette maturité émotionnelle te rend plus fort que n'importe quelle thérapie improvisée dans des conversations vides. La douleur a une fonction, t'apprendre ce que tu ignorais de toi-même. Mais cette leçon ne se révèle que lorsque tu l'observes sans bruit, sans distraction, sans besoin d'approbation. La guérison n'arrive pas quand tu parles sans arrêt, mais quand tu comprends ce que le silence te montre. Il y a un moment où tu arrêtes de chercher des explications et tu acceptes simplement ce qui a été. Et dans cette acceptation silencieuse, ta blessure commence à perdre de sa puissance. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes cicatrices. Certaines histoires doivent rester avec toi, non pas parce qu'elles te font honte, mais parce qu'elles font partie de l'alchimie qui t'a rendu plus sage. Lorsque tu apprends à guérir sans le raconter, la douleur cesse d'être un fardeau et devient une maîtrise. Chaque larme retenue, chaque nuit où tu as choisi de réfléchir plutôt que de parler, chaque moment où tu as enduré sans chercher l'attention, t'a façonné en quelqu'un de plus résistant. Guérir en silence ne te rend pas froid, il te rend conscient. Tu apprends à distinguer entre guérir et te victimiser, entre lâcher prise et répéter l'histoire pour te justifier. Le silence te redonne le contrôle. Tu n'as pas besoin que le monde te comprenne. Tu as besoin de te comprendre toi-même. Parce que celui qui parvient à guérir sans raconter sa blessure au monde devient quelqu'un qui ne cherche plus la compréhension, mais la paix. Et cette paix, une fois conquise, devient impossible à arracher. 5. Prends soin de ta vie privée. Ta vie privée est comme une forteresse. Tout le monde ne mérite pas d'y entrer. Tout le monde ne peut pas comprendre ce qui se construit à l'intérieur de ces murs. Nous vivons à une époque où les gens confondent attention avec connexion, exposition avec authenticité et tout montrer avec être libre. Mais chaque fois que tu dévoiles des détails de ta vie, tu cèdes du pouvoir. Ce que le monde ne sait pas, il ne peut pas l'utiliser contre toi. Prendre soin de ta vie privée n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence. Car celui qui garde son monde intérieur protégé conserve son équilibre et sa paix. Il y a ceux qui publient chaque pas en attendant l'approbation, partageant leurs victoires et leurs défaites comme si la valeur de leur vie dépendait du regard des autres. Ils ne comprennent pas que le sacré est profané lorsqu'il est exposé. Plus tu montres, plus tu te vides. Les personnes véritablement centrées n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils n'annoncent pas leur bonheur, ils le vivent. Ils ne publient pas leur progrès, ils en profitent. Ils ne cherchent pas de validation, car leur validation vient du silence de leur propre conscience. La vie privée n'est pas une barrière contre le monde, c'est une forme d'amour de soi. Prendre soin de ta vie privée signifie décider de ce que tu partages, avec qui et pourquoi. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu penses, ni ce dont tu rêves, ni ce que tu ressens. Les mots se déforment dans la bouche des autres, et ce qui est dit avec de bonnes intentions peut devenir une arme s'il atteint les oreilles erronées.
La vie devient plus simple lorsque tu choisis la discrétion. Tu parles moins, tu observes plus, et tu apprends à te déplacer avec un calme qui déconcerte ceux qui vivent exposés. Les gens qui ne comprennent pas la valeur du silence ont tendance à le confondre avec l'arrogance. Mais se taire n'est pas se sentir supérieur, c'est protéger ce qui est en train de se former. Une relation, un projet, un changement personnel, tout grandit mieux loin du bruit. Lorsque tu donnes accès à ta vie privée sans filtre, tu donnes également la permission aux autres d'opiner, de questionner ou d'interférer. Et une fois que tu laisses entrer le jugement externe, tu perds ta liberté. La véritable indépendance commence lorsque tu apprends à profiter sans le raconter, à construire sans le montrer, à guérir sans le rendre public. Le stoïcisme enseigne que la vie intérieure est le seul espace que tu possèdes réellement. Le reste est transitoire. Si tu négliges ta vie privée, tu deviens prisonnier des attentes des autres. Mais si tu la protèges, tu deviens ton propre maître. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais, ni de justifier tes décisions à ceux qui ne vivent pas ton processus. Les gens qui t'apprécient vraiment n'ont pas besoin de tout savoir, juste de te voir en paix. La discrétion te donne du pouvoir. Elle te rend imprévisible, elle te donne un avantage que le bruit ne peut pas égaler. Alors que les autres se perdent en essayant de contrôler l'opinion publique, tu te renforces dans l'invisible. Personne ne peut attaquer ce qui ne montre pas de faiblesse. Personne ne peut détruire ce qu'il ne comprend pas. Et personne ne peut te voler ce qu'il ne connaît pas. La vie privée est ton refuge contre la superficialité d'un monde qui vit en s'exhibant pour se sentir vivant. Prendre soin de ta vie privée n'est pas un acte de peur, c'est un acte de maturité. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être vu pour exister, ni entendu pour avoir de la valeur. L'essentiel n'a pas besoin de public. Les choses vraiment importantes, ta croissance, ta paix, tes objectifs, prospèrent mieux en silence. Apprends à profiter de ton monde sans le partager, à valoriser l'anonymat comme un privilège, à faire de ta vie privée le terrain sacré où fleurit ta véritable liberté. Parce que dans un monde qui crie, la discrétion est pouvoir et le silence ton plus grand bouclier. 6. Protège tes faiblesses. Les faiblesses sont comme des fissures dans un mur. Tu ne les vois pas toujours. Mais si quelqu'un les découvre, il peut détruire tout ce que tu as construit. Protéger tes faiblesses ne signifie pas les nier, mais apprendre à les gérer sans les exposer. Tout le monde ne s'approche pas de toi pour t'aider. Certains observent simplement pour trouver où tu es vulnérable. Dans un monde où les gens montrent même ce qu'ils devraient garder, garder tes points faibles en silence est un acte de pouvoir. Celui qui te connaît trop peut te manipuler. Celui qui te devine trop peut te contrôler. C'est pourquoi la vraie force n'est pas de paraître invincible, mais de savoir quelles parties de toi doivent rester cachées. Nous avons tous un point faible, une émotion, une histoire, une insécurité, une blessure qui fait encore mal. Le problème n'est pas de l'avoir, mais de la montrer à ceux qui ne la méritent pas. Parfois tu le fais en cherchant à être compris, d'autres fois en cherchant de la proximité, mais ce que tu donnes en confiance peut se retourner contre toi. Les gens ont tendance à utiliser l'information émotionnelle comme une monnaie, et lorsque tu révèles tes faiblesses sans prudence, tu deviens vulnérable aux intentions des autres. Apprendre à se taire quand l'émotion te pousse à parler est une forme d'autocontrôle que peu de gens maîtrisent. Protéger tes faiblesses ne te rend pas méfiant, cela te rend sage. Le silence est un filtre naturel qui sépare ce qui doit être su de ce qui doit être conservé. Plus tu es réservé, moins tu donnes de pouvoir. La force mentale se construit avec l'autoconscience, pas avec l'exposition. Savoir qui tu es implique de connaître tes limites et aussi tes fissures, mais tu es le seul qui a besoin de les comprendre. Les autres n'ont pas besoin de connaître ta fragilité. Quand tu parles de tes insécurités à n'importe qui, tu te dépouilles de ton autorité sur toi-même, et à ce moment-là, tu perds une partie de ton centre. Le stoïcisme enseigne que l'esprit équilibré ne dépend ni de l'approbation ni du réconfort extérieur. Les émotions sont nécessaires, mais la maîtrise d'elles définit ton caractère. Si quelqu'un parvient à activer tes faiblesses facilement, tu ne t'appartiens pas encore complètement.
Protéger tes émotions les plus sensibles n'est pas un manque de confiance, c'est de l'autodéfense émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes peurs ni de justifier tes réactions. Tu as besoin de les comprendre en silence, de travailler sur elles loin du bruit, de te renforcer sans l'annoncer. Il y a ceux qui confondent l'ouverture émotionnelle avec la transparence totale et finissent par donner leur paix. Mais être transparent ne signifie pas laisser tout le monde regarder à l'intérieur de toi, c'est montrer seulement ce qui ne met pas en danger ta stabilité. La maturité consiste à t'ouvrir à ceux qui le méritent, pas à ceux qui insistent. Apprendre à protéger tes faiblesses implique aussi de t'entourer de personnes qui ne les utilisent pas contre toi, qui t'écoutent sans te juger, qui te voient sans vouloir te corriger. Mais jusqu'à ce que tu les trouves, le silence sera ton meilleur allié. Chaque faiblesse que tu reconnais sans l'exposer devient une force. Le simple fait d'observer ta fragilité sans fuir te donne du pouvoir. Ce que d'autres peuvent utiliser pour te manipuler, tu peux l'utiliser pour te dominer. Le contrôle émotionnel commence par la réserve. Parce que la douleur que tu n'exposes pas, tu la transformes. Celle que tu donnes, tu la multiplies. Protège tes faiblesses comme celui qui garde le feu dans la nuit. Ne l'éteins pas, mais ne laisse pas non plus n'importe qui s'approcher. Dans ces parties sensibles de toi réside ton humanité, mais aussi ton pouvoir le plus profond. Tout le monde ne doit pas connaître tes peurs, tes chutes ou tes doutes. Laisse-les pour toi, observe-les, comprends-les et transforme-les en apprentissage. 7. Célèbre tes réalisations sans bruit. Le véritable succès n'a pas besoin de témoins. Les triomphes les plus solides se construisent en silence et se maintiennent sans applaudissements. Célébrer tes réalisations sans bruit, ce n'est pas leur enlever de la valeur, c'est leur donner de la profondeur. Lorsque tu as besoin que les autres valident tes victoires, tu deviens dépendant de la reconnaissance d'autrui. Mais lorsque tu apprends à sourire en silence face à ce que tu as accompli, sans le raconter, sans chercher l'attention, tu atteins un type de liberté que peu de gens connaissent. Non pas parce que le monde ne doit pas le savoir, mais parce que ta croissance ne dépend plus de son approbation. Le bruit extérieur est addictif. Les gens cherchent à montrer ce qu'ils ont accompli, non par fierté, mais par insécurité. Ils veulent que les autres leur confirment que l'effort en valait la peine. Cependant, la validation externe est un piège, car celui qui vit des applaudissements finit par perdre sa direction lorsque le silence arrive. La maturité se démontre lorsque tu célèbres sans scène, lorsque tu te tapes dans le dos en sachant que personne ne le verra. C'est du pouvoir intérieur, le type de pouvoir qui n'a pas besoin de témoins pour se sentir complet. Chaque réalisation a son propre rythme, son propre poids. Certaines sont visibles, d'autres invisibles. Terminer quelque chose qui t'a pris des années, surmonter une étape difficile, retrouver ton calme, fermer une blessure, lâcher une personne ou une habitude qui te consumait. Tout cela est aussi un succès, même si personne ne le voit. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Parce que quand tu cries tes victoires, tu invites les opinions, les comparaisons et l'envie. Et ce qui devrait te donner la paix finit par devenir une source de distraction. Le silence après le triomphe est un signe d'équilibre. C'est comprendre que tout ce qui est grand n'a pas besoin d'écho. Les stoïciens parlaient d'agir par vertu, non par reconnaissance. Faire ce qui est juste et profiter du résultat sans avoir besoin de l'exhiber est l'essence de la discipline. Tes réalisations ne perdent pas de valeur parce qu'elles sont discrètes. Au contraire, elles gagnent en pureté. Chaque fois que tu choisis de garder le silence face à un succès, tu renforces ton caractère. Tu apprends à profiter pour toi, sans bruit, sans témoin, sans interruption. Les personnes les plus sages savent que l'applaudissement du monde est éphémère, tandis que la satisfaction interne perdure. Celui qui se concentre sur la démonstration vit pour les autres. Celui qui se concentre sur la croissance vit pour lui-même. Lorsque tu arrêtes de chercher la reconnaissance, tu trouves la tranquillité. Célébrer tes réalisations en silence te permet de garder les pieds sur terre, sans nourrir l'ego, sans te distraire de ce qui compte vraiment. Continuer à avancer. Tu n'as pas besoin de publier tes victoires, car celui qui prête vraiment attention les remarque déjà. Les gens peuvent ne pas le savoir,
Mais ton énergie change lorsque tu grandis. Ton regard est différent, ton attitude plus ferme, ton silence plus lourd. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de rester fidèle à l'essence qui t'a amené jusqu'ici. Célébrer en silence te donne de la clarté, te garde concentré sur ce qui vient, pas sur ce qui a été. Apprends à profiter sans annoncer, à ressentir la fierté sans bruit, à remercier sans spectacle. C'est la différence entre celui qui cherche la reconnaissance et celui qui cherche l'évolution. Tes réalisations t'appartiennent, pas au public. Garde-les, protège-les et laisse ta vie refléter le résultat, pas tes mots. Parce que celui qui maîtrise le silence après le triomphe montre qu'il ne cherche pas l'attention, il cherche la maîtrise. Et cette maîtrise, cet équilibre silencieux, c'est ce qui sépare vraiment les forts de ceux qui semblent seulement l'être. 8. Priorise ta paix avant tout. La paix intérieure est comme un feu qui ne se voit pas, mais qui réchauffe tout ce que tu touches. Si tu n'en prends pas soin, elle s'éteint. Prioriser ta paix avant tout n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Dans un monde qui se nourrit du chaos, du drame et de la compétition constante, garder son calme est devenu un acte de rébellion. Ta paix ne se négocie pas, elle ne se partage pas avec n'importe qui, elle ne se donne pas par culpabilité ni par obligation. C'est le terrain où ton équilibre grandit, et le perdre pour plaire aux autres est une forme silencieuse de trahison. Les gens confondent la paix avec le confort, mais ce sont des choses différentes. Le confort cherche à éviter le conflit, la paix cherche à maintenir la clarté au milieu de celui-ci. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de ne pas permettre qu'ils t'entraînent. Ta sérénité vaut plus qu'une dispute, plus que d'avoir raison, plus qu'une relation qui te prend plus qu'elle ne te donne. Chaque fois que tu choisis ton calme au-dessus de l'orgueil, de la peur ou du désir de contrôler, tu gagnes une bataille invisible. Prioriser la paix implique d'apprendre à lâcher ce qui ne vibre plus avec toi. Tout ce que tu perds n'est pas une perte. Parfois, s'éloigner est un signe de respect envers toi-même. La paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se construit à l'intérieur, et pour la maintenir, tu dois apprendre à dire non, même quand ta voix tremble. Dire non aux gens qui volent ton énergie, aux situations qui répètent le même cycle, aux pensées qui ne te laissent pas avancer. Ton esprit est ton temple, et personne ne devrait y entrer sans permission. Le silence est le gardien de cette paix. Plus tu parles de ce qui te dérange, plus tu as de pouvoir sur cela. Moins tu expliques tes décisions, plus tu deviens libre. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de ceux qui ne vivent pas tes processus. La tranquillité arrive quand tu comprends que tu n'es pas obligé de répondre à tout, de plaire à tout le monde, de tout résoudre. La véritable sagesse consiste à conserver son calme même lorsque l'environnement s'effondre. Les stoïciens enseignaient que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu y fais face. La paix est la conséquence de cette compréhension. Elle ne dépend ni de la chance ni des circonstances, mais de ta capacité à maîtriser tes pensées. Lorsque tu réussis à rester serein au milieu de la provocation, tu démontres que tu as appris à te gouverner. Cette sérénité ne se feint pas, elle se construit avec de la pratique, des limites, des décisions fermes. Prioriser la paix signifie aussi accepter que tout le monde ne peut pas t'accompagner. Certaines personnes restent en chemin parce qu'elles préfèrent le conflit à la tranquillité. N'essaie pas de les convaincre. Ne sacrifie pas ta stabilité pour maintenir des liens qui ne correspondent plus à ta croissance. La paix exige de la distance, et cette distance se déguise souvent en solitude. Mais en réalité, c'est de l'expansion. C'est l'espace où tu récupères de l'énergie, de la clarté et du but. Ta paix vaut plus que n'importe quelle dispute, plus que n'importe quelle victoire superficielle. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison, tu as besoin de dormir tranquille. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles, tu as besoin de te sentir léger. Choisir ta paix avant tout ne te rend pas faible, cela te rend sage. Parce que pendant que les autres s'épuisent à prouver, tu apprends à préserver. Celui qui parvient à garder son calme quand tout brûle n'est pas indifférent. Il est maître de lui-même. Et celui qui est maître de lui-même ne craint pas de perdre quoi que ce soit, car il possède déjà ce qui est le plus important, la sérénité de son âme.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.